On peut avoir un CV absolument parfait, des années d'expérience, des recommandations en béton, et être éliminé d'un processus de recrutement en moins de 4 minutes. Ah ouais, c'est brutal, mais c'est une réalité hyper fréquente. Et le pire dans l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est que le candidat en question ne s'est même pas rendu compte du moment exact où il a totalement grillé ses chances. C'est souvent ça en fait. On raccroche, on se dit que ça s'est bien passé et on attend un rappel qui ne vient jamais. Donc, le programme de notre exploration aujourd'hui, c'est de plonger dans les notes et l'enregistrement d'une vraie simulation de préqualification téléphonique. On va voir à quel moment précis le candidat se sabote. On va vraiment se mettre dans la tête du recruteur pour comprendre ce qu'il pense seconde après seconde. Exactement. Et surtout, on va partager les 10 leviers très simples qui auraient pu complètement inverser la situation. Parce que sur le papier, ce candidat avait un profil irréprochable. La défaite ne se joue pas du tout sur ses compétences techniques. Mais avant d'écouter la première erreur, il y a un truc que je veux comprendre. Pourquoi ce premier tri téléphonique va si vite, ça? Un recruteur galère pendant des semaines pour trouver un bon profil, et là, bam, en 3 minutes, il jette tout à la poubelle. C'est pas un peu paresseux, ça? Bah non, c'est pas de la paresse. C'est de la pure optimisation cognitive. Imagine, le recruteur enchaîne 15 ou 20 appels dans sa journée. Ouais, ça doit être épuisant. Grave. Donc, lors de ce tout premier contact, son cerveau ne cherche pas du tout à évaluer le potentiel profond du candidat. Il cherche une seule chose, des indices de fluidité. Des indices de fluidité, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il veut valider si le profil justifie l'investissement en temps pour la suite. Le cerveau humain fonctionne à l'économie. La moindre maladresse, le moindre blanc, ça crée une friction. Et face à cette friction, le recruteur cherche une excuse pour raccrocher. C'est exactement ça. Il cherche une raison légitime d'éliminer pour gagner du temps. Bon, le décor est planté, plongeons dans l'appel. La responsable RH appelle le candidat, le téléphone décroche. Elle ouvre avec la question la plus classique du monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Le grand classique. Et voici la réponse textuelle du candidat. Oui, du coup, moi je suis dans le recrutement depuis quelques années, j'ai fait plusieurs boîtes, j'ai travaillé un peu sur différents types de postes, voilà. Aïe, rien qu'à l'entendre, j'ai mal pour lui. Dans les notes de la recruteuse, sa réaction intérieure tombe en moins de 15 secondes. Elle écrit « C'est flou, très flou, il ne sait pas se présenter ». Bah, c'est l'illustration parfaite de l'effet de primauté. Les toutes premières secondes dictent comment tout le reste de l'appel va être perçu. Le cerveau déteste le flux, non ? Totalement. Face à un inconnu, le cerveau cherche à catégoriser pour se rassurer. Si tu commences par des hésitations et des trucs aussi vagues que « j'ai fait plusieurs boîtes », le recruteur n'arrive pas à créer de structure mentale. Et le raccourci est hyper violent. La personne se dit, s'il ne sait pas résumer sa vie pro en 30 secondes, comment il va structurer son travail au quotidien? C'est ça. Donc c'est là qu'intervient notre levier numéro 1. Il faut réussir sa présentation en 30 secondes chrono. Pas de blabla, que des points d'ancrage concrets. Donc on évite le « j'ai fait différents postes ». Grave. On donne son métier, ses années d'expérience, sa spécialité et son objectif. Par exemple, je suis recruteur depuis 4 ans, spécialisé dans les profils tech, et aujourd'hui je cherche un environnement plus structuré. Bam, une phrase. Et la carte mentale du recruteur est nette. Il peut enfin se détendre. Exactement. Sauf que notre candidat ne l'a pas fait. Et l'appel continue. Ouais, la recruteuse avance et pose la question sur la motivation. Elle demande ce qui l'a attiré dans l'offre. Réponse du candidat: franchement, je suis un peu ouvert à tout. En ce moment, je regarde ce qui se fait. Votre offre était intéressante. Ah, purée, l'erreur monumentale. Dans la tête du recruteur, ça veut dire il postule de manière industrielle, il a cliqué sur notre annonce au hasard. C'est comme un date, en fait. C'est comme si la personne te disait « franchement, je suis ouvert à tout, n'importe qui fera l'affaire ». C'est le tue-l'amour immédiat. Mais c'est exactement ça. En psychologie sociale, c'est le biais de réciprocité. Une entreprise a besoin de sentir qu'elle a été choisie. Si tu montres que tu es ouvert à tout, l'entreprise se désengage instantanément. Là, oui, pourquoi investir du temps sur quelqu'un qui s'en fout de toi? C'est logique. Ce qui nous amène au levier numéro 2, montrer une motivation ciblée. Il faut montrer un lien hyper concret entre son parcours et l'entreprise. Genre dire « ce qui m'a attiré, c'est votre refonte des outils RH parce que c'est ce que je faisais l'année dernière ». Voilà, tu prouves que tu as lu l'annonce et que tu te projettes. Mais bon, revenons à la simulation, parce que là, le candidat est sur la sellette. Ouais, la tension monte d'un cran, le candidat paraît encore sauvable, mais c'est là qu'il va s'enfoncer. La recruteuse lui demande pourquoi il quitte son poste actuel. Oula, le point de bascule. Il lâche. Honnêtement, surtout un environnement moins toxique que mon ancienne boîte. Le management était nul, aucune organisation, c'était le chaos. Red flag absolu. À la seconde où il dit ça,
Le recruteur arrête littéralement d'écouter le reste. Mais attends, là on a un vrai paradoxe. Aujourd'hui on prône la santé mentale, on dénonce les environnements toxiques. Si la boîte était vraiment horrible, pourquoi être puni pour son honnêteté? Je comprends, mais c'est un énorme piège. Le recruteur, il n'y était pas dans cette boîte. Il ne sait pas si le boss était toxique ou si c'est le candidat qui est ingérable. Ah ouais, il peut pas vérifier. Et surtout, ça déclenche le biais de négativité. Une info négative pèse 10 fois plus lourd. Le recruteur projette un risque social direct. Dans sa tête, il se dit, s'il critique son manager actuel comme ça à un inconnu, il parlera pareil de nous au premier problème. L'équation mentale est brutale. S'il se plaint d'eux, il se plaindra de nous. C'est pour ça que le levier numéro 3 est non négociable. Ne jamais, au grand jamais, critiquer frontalement son ancienne entreprise. Mais alors, levier numéro 4. Comment on fait pour reformuler son départ de façon positive si c'était vraiment le chaos? On reste factuel. Au lieu de dire que le management était nul, on dit par exemple « le contexte ne correspondait plus à ce que je recherchais en termes d'organisation, j'ai besoin d'un cadre plus structuré ». C'est malin. Le message de fond passe, la boîte était désorganisée, mais tu montres de la maturité au lieu de l'amertume. Exactement. Tu parles du futur, pas de ton bagage émotionnel. Mais bon, pour notre candidat, le mal est fait. Ouais, là c'est le naufrage silencieux. La recruteuse essaye quand même de se raccrocher aux compétences, par conscience professionnelle. Elle demande ce qu'il faisait concrètement au quotidien. Et il répond quoi? Bah, un peu de tout, du sourcing, des entretiens, enfin classique quoi. Et quand elle lui demande ce qu'il motive dans ce métier, il sort aider les gens, trouver des profils, voilà. L'angoisse. Réponse générique, zéro différenciation. C'est l'illusion de compétence. Le candidat pense que c'est évident parce que c'est son métier, mais il donne l'impression d'être vide. C'est comme une bande-annonce de film qui te montrerait juste des gens marcher dans la rue sans jamais révéler l'intrigue. Le cerveau décroche parce qu'il n'y a aucune image spécifique à mémoriser. C'est une super métaphore. Sans spécificité, le cerveau de l'autre ne retient rien. D'où le levier numéro 5. Donner des exemples hyper précis de ses missions. On lâche les banalités, on donne des chiffres. Voilà, tu dis pas « je fais des entretiens », tu dis « je gérais 15 recrutements en totale autonomie sur des profils très techniques ». Là, ça a du poids. Et pour le fameux « j'aime aider les gens » qui est un peu bateau, c'est quoi le levier numéro 6? Avoir une vraie réponse sur sa motivation en utilisant une anecdote. Au lieu d'un concept abstrait, raconte une histoire. Genre, ce qui me passionne, c'est quand j'ai accompagné ce profil junior qui doutait de lui et qu'il a enfin décroché son contrat. Ah ouais, c'est tellement plus puissant. L'anecdote crée de l'empathie directe. Mais bon, de l'empathie, il n'y en a plus dans notre appel. Non, là on arrive à la fin. L'estocade finale. La recruteuse demande s'il a des questions. Réponse non, pas spécialement, comme vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Pas curieux, pas préparé. Et le clou du cercueil, elle aborde le salaire. Vous proposez combien? Et il lâche. Je sais pas trop, vous proposez combien? Et là, un long silence. Très long, très gênant. La charge cognitive du recruteur explose. Un silence au téléphone, c'est pas comme en face à face, c'est oppressant. C'est fou, parce que souvent, on entend dire qu'en négociation, il faut laisser l'autre annoncer un chiffre en premier. En négo final, peut-être, mais en préqualification téléphonique, c'est perçu via le biais d'attribution comme un manque d'autonomie. Le cerveau du recruteur est fatigué, il interprète ce « je ne sais pas » comme de l'incompétence. Il tranche direct par la négative, quoi. C'est ça. Donc il faut retenir 3 leviers ici. Levier 7, poser des questions en fin d'appel, quoi qu'il arrive. Demander quels sont les gros défis du poste, par exemple. Oui. Levier 8, préparer sa réponse salaire avec une fourchette claire, genre entre 38 et 42 cas. Et levier 9, vital, éviter les silences et verbaliser sa réflexion. Exactement. Si on a un trou, on dit « c'est une bonne question, laissez-moi y réfléchir une seconde ». Ça montre qu'on a le contrôle émotionnel. Bon, l'appel se termine. La recruteuse sort la fameuse phrase « Très bien, je vais transmettre votre profil et on revient vers vous ». Et le mec raccroche, persuadé d'avoir géré. La révélation cruelle. Ce candidat ne sera jamais rappelé, la décision était prise à la 2e minute. Et le pire, c'est qu'il se dira que le marché est bouché, sans savoir qu'il a perdu sur des micro-signaux, le flou, la négativité, le manque de curiosité. Ce qui nous amène au 10e et dernier conseil, le levier ultime. Vas-y, je t'écoute. Il faut comprendre que le recruteur cherche surtout une raison de continuer l'évaluation. Son cerveau naturel veut éliminer pour gagner du temps.
Ton but absolu, c'est de lui fournir en permanence des preuves de fluidité pour l'obliger à aller à l'étape d'après. Allez, on fait un ping-pong ultra rapide pour récapituler les 10 leviers, comme ça c'est bien ancré. On est parti. 1. Réussir sa présentation en 30 secondes chrono. 2. Montrer une motivation ultra ciblée. 3. Ne jamais critiquer frontalement son ancienne boîte. 4. Reformuler son départ de façon positive. 5. Donner des exemples chiffrés et précis de ses missions. 6. Raconter une vraie anecdote sur sa motivation métier. 7. Toujours poser des questions en fin d'appel. 8. Préparer et assumer sa fourchette salariale. 9. Verbaliser sa réflexion pour éviter les silences pesants. Et 10. Faciliter la vie du cerveau du recruteur en éliminant toute friction. C'est la phrase à retenir aujourd'hui. En entretien téléphonique, on ne perd pas à cause de son niveau. On perd quand on laisse le recruteur remplir les blancs à notre place. Tellement vrai. Et tu vois, ça m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour clore ça. Ah, tape. Je t'en prie. Si une simple phrase mal formulée ou un silence de 5 secondes peut déclencher un effet de halo qui masque totalement 10 ans d'expertise technique, dans quelle mesure nos processus de recrutement récompensent-ils vraiment le talent, ou est-ce qu'on se contente juste de sélectionner ceux qui savent le mieux hacker les biais cognitifs du système ? La question est posée. On vous laisse méditer là-dessus. À très vite pour une nouvelle exploration.